Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous verrons ensemble comment éviter de se faire arnaquer dans son projet de construction. Donc, j'espère que vous avez suivi la dernière vidéo que nous avons eu à faire où nous avons parlé de la dame en fait qui est dans une situation un peu compliquée avec son entrepreneur. Donc, suivez attentivement cette vidéo pour ne pas vous retrouver dans la même situation. Je vous explique tout dans les détails. Peace. Donc aujourd'hui, quand les gens veulent construire, ils ont deux possibilités qui s'offrent à eux. Donc généralement, les gens vont aller voir des maçons, un entrepreneur, une entreprise ou un groupe de personnes pour la construction de leur maison. Et donc, comme je disais, il y a deux façons en fait de procéder. Il y a des gens qui vont signer un contrat de pause. Donc signer un contrat de pause, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez parler avec votre entrepreneur, vous lui direz que lui, il ne fera que la pause sur votre projet et vous ferez la fourniture. Donc lui, il aura à sa charge la main d'œuvre, c'est lui qui paiera les coffreurs, il paiera les ferrailleurs, il paiera les manœuvres, enfin tous les ouvriers, toutes les personnes qui travailleront sur le chantier, c'est l'entrepreneur qui va s'en occuper. Donc c'est lui qui paiera les différentes main d'œuvre et voilà. Et vous, vous aurez l'achat des matériaux à votre charge. Donc, s'il s'agit de plusieurs ouvriers, vous allez payer plusieurs ouvriers, plusieurs main d'œuvre et après, derrière, le matériel, comme je disais, bon, deux fois le matériel aussi, c'est l'entrepreneur qui s'occupe du matériel. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, elle consiste à confier la fourniture et la pose à l'entreprise ou encore à l'entrepreneur. Donc, bon, moi, la première méthode, en fait, je déconseille la première méthode. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la première méthode, c'est la méthode vraiment la plus économique, quoi. Donc, elle vous permet vraiment d'économiser. Vous ne dépensez pas assez, mais le problème avec la première méthode, c'est que bon, votre téléphone, vous devez toujours être à côté de votre téléphone. Vous allez appeler les fournisseurs des matériaux, nanani, nanana, les quincailleries. Si il n'y en a pas, il faut chercher notre quincaillerie où il y a les matériaux et ainsi de suite. Donc, c'est comme si vous êtes vraiment dans le projet, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça que je déconseille. Et en plus, quand c'est vous qui achetez le matériau ou encore vous achetez deux fois le matériel, dans ce cas, les ouvriers se disent bon, c'est pas nous qui avons acheté, donc ou encore l'entrepreneur, il va se dire bon, son ferrailleur peut se dire c'est pas nous qui avons acheté le fer et donc ils vont laisser des chutes, il y aura beaucoup de pertes avec le fer, sachant que le fer il coûte très cher. Une tonne de fer aujourd'hui c'est très cher en fait. Donc pareil pour le ciment, tout ça, ça coûte très cher en fait. Donc quand c'est pas lui-même qui a acheté, ou quand c'est pas son boss, son responsable qui a acheté, bah, il va utiliser vraiment un mauvais escient, quoi. Contrairement à celui qui va acheter lui-même, il va vraiment faire attention, il va optimiser quand il doit utiliser. Donc la deuxième méthode, comme je disais, c'est celle que moi je conseille le plus. La deuxième méthode, c'est confier la fourniture et la pose à une entreprise. Donc vous leur confiez la fourniture et la pose. C'est eux qui achètent le ciment, c'est eux qui achètent le fer, tous les matériaux, c'est eux qui achètent. Ils viennent avec leur matériel et la main d'œuvre aussi, ce sont eux qui s'occupent de ça. Donc moi, je conseille vraiment cette méthode. Mais peu importe la méthode que vous allez choisir en tout cas, dans tous les cas, il y a des risques de se faire arnaquer. Donc là, moi, je vais vous expliquer en fait comment vous pouvez faire en fait pour éviter de se faire arnaquer sur votre chantier en fait, sur votre projet de construction. Mais là, ça va surtout être en fait les différentes barrières que vous devez fixer, que vous devez poser au début en fait, avant même que le projet ne démarre. C'est vrai qu'on parlera aussi de la phase la seconde phase, donc celle qui vient après. Bon, on va dire la phase où durant l'exécution des travaux, durant la réalisation des travaux, mais on n'ira pas vraiment en profondeur. Lorsque vous voulez construire, la première des choses à faire, c'est concevoir le plan architectural de votre maison. Donc, quand vous voulez construire votre maison, rez-de-chaussée, R+1, R+2, la première des choses à faire, c'est concevoir le plan. Donc, une fois que vous avez conçu votre plan, et après, il faut effectuer l'étude géotechnique si c'est nécessaire, et puis les plans béton armé. Donc, vous devez impérativement faire le plan béton armé avec l'étude géotechnique. Bon, dans certains pays, les études géotechniques, on les demande à partir des R+2, R+3 et ainsi de suite. Donc, si c'est vraiment important de faire l'étude géotechnique, il faut le faire. Donc, une fois que vous avez le plan béton armé aussi qui est fait, avec le plan architectural, la troisième chose à faire, c'est faire la demande du permis de construire. Donc là, vous allez au niveau de la mairie pour aller vous renseigner. Mais non, les permis de construire aussi, c'est pas dans tous les pays qu'on fait les permis de construire. Bon, même dans les pays où on est obligé de faire les permis de construire, quand on construit vraiment très loin des grandes villes, on ne va pas vous demander les permis de construire, on ne vous demandera pas les autorisations de construire. Et dans ce genre de cas, bon, c'est pas grave, vous pouvez laisser tomber. Mais si vraiment vous êtes dans une zone où
les permis sont vraiment obligés, si vous êtes dans une zone où on exige les permis de construire, moi, sincèrement, je vous conseille de faire le permis de construire. Une fois que vous avez fait le permis de construire, ensuite, vous avez la possibilité de demander les devis. Donc, vous demandez les devis. Donc, vous choisissez votre entrepreneur. On a déjà eu à faire une vidéo où comment choisir un entrepreneur sans projet de construction. Bon, c'est une ancienne vidéo, il n'y avait pas trop de détails, mais vous pouvez cliquer là pour voir. Donc, vous choisissez votre entrepreneur. Donc, vous choisissez l'entrepreneur, vous lui présentez en fait, vous lui présentez les différents plans et en fonction des plans, il vous fait le devis. Bon, maintenant, ça peut arriver que ça soit une entreprise comme la nôtre, telle que nous, on fait les études et après on fait la réalisation. Donc, quand vous êtes dans ce genre de cas, si vous avez payé les études, ce que vous faites, vous demandez à ce que toute l'étude soit faite. Une fois que toute l'étude est faite, après, vous demandez le devis par la suite. Donc, une fois que vous avez le devis, il faut vous assurer que c'est le devis qui a été fait sur la base des plans architecturaux et les plans béton armé. Donc, parce que le plan architectural, il permettra surtout de faire le devis du second œuvre. Le plan béton armé, il permettra surtout de faire le devis du gros œuvre. Bon, après, les murs aussi, la maçonnerie, on la prend en fait, c'est vrai que la maçonnerie c'est dans le gros œuvre, mais pour connaître la quantité, la surface des murs en fait à réaliser, il faut voir dans le plan architectural. Donc, il faut le plan architectural et le plan béton armé. Une fois que vous avez ces plans-là, l'entrepreneur, il vous fait le devis. Dès que le devis est fait, vous passez maintenant à la troisième étape. Donc, vous discutez, si les montants sont bons, tant mieux. Si les montants ne sont pas bons, vous essayez de discuter, essayez de trouver un terrain d'entente. Dès que vous trouvez un terrain d'entente, vous demandez à l'entrepreneur de rédiger un contrat. Donc, il vous rédige un contrat, il va faire un contrat en tout cas, il vous présente le contrat, vous le lisez. S'il y a des clauses qui vous intéressent, des clauses qui ne vous intéressent pas, j'allais dire, vous les supprimez et voilà, vous lui demandez de supprimer ces clauses-là ou encore de modifier ces clauses-là et voilà, jusqu'à ce que vous tombez d'accord. Bon, après, dès que le contrat est fait, bon, maintenant, par contre, pour le contrat, moi, ce que je vais vous demander, c'est le contrat, il faut l'éclater en fait. Il faut faire 2 contrats. Si c'est le même entrepreneur qui doit faire le second œuvre et le gros œuvre, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'éclater les 2 contrats. Donc, faites un contrat pour le gros œuvre et un contrat pour le second œuvre. Comme ça, les deux n'iront pas ensemble. À tout moment, si vous ne vous entendez pas sur quelque chose, vous pouvez discuter et vous dire, bon, toi, j'ai remarqué que, bon, vraiment, tu es très bon dans le gros œuvre ou tu as beaucoup de temps dans le gros œuvre. Ce que je préfère, c'est que quand on continue sur le gros œuvre et le second œuvre, on va peut-être s'arrêter là et voilà. Donc, il y a toujours cette possibilité. Comme ça, vous avez la possibilité de travailler sur le gros œuvre, mais pas sur le second œuvre, ainsi de suite. Ou encore, si vous avez des difficultés sur le second œuvre, vous pouvez mettre le second œuvre en stand-by et puis foncer sur le gros œuvre d'abord. Donc, c'est vraiment ça. Éclater le contrat. Et même aussi les devis en fait. S'il y a la possibilité, bon vraiment il y a la possibilité, il y a toujours la possibilité. Pour les devis, ce que je vous recommande aussi, c'est vraiment d'éclater en fait. C'est de mettre un devis pour le gros œuvre et un devis pour le second œuvre. Ça c'est pour des projets de construction. Mais pour des rénovations, je sais que dans les rénovations, dans certaines rénovations, il n'y a pas beaucoup de gros œuvres. Donc du coup, on est obligé de fusionner les deux en fait. Donc si c'est un travail de rénovation, bon il n'y a pas de problème. Des travaux de rénovation, vous pouvez fusionner, il n'y a pas de souci, ça passe. Après la rédaction du contrat et puis voilà la lecture du contrat, demandez toujours à ce qu'on vous présente en fait l'organigramme du personnel du chantier en fait. C'est-à-dire c'est très important qu'on vous dise quel est le personnel affecté sur votre projet en fait. Et dans cet organigramme, normalement vous allez voir, bon il y a tous les représentants en fait de cette entreprise là. Donc dans l'organigramme deux fois vous allez avoir, bon pour ce projet il y a le directeur général qui est au-dessus, voilà, c'est lui qui coiffe tout le monde, mais après normalement il y a un chef de projet pour ce chantier-là. Il y a un chef de projet, il y a le chef de projet, généralement ça va être un ingénieur ou un technicien supérieur, il y a un conducteur des travaux et voilà. Donc parmi le personnel en fait, veuillez à ce que un ingénieur ou un architecte ou un technicien supérieur, génie civil ou architecture en tout cas, soit sur le chantier en tout cas. Il faudrait qu'il y ait une personne, en tout cas parmi les personnes que je viens de citer, il faudrait qu'il y ait l'une de ces personnes-là sur votre chantier. Si sur votre chantier, sur le personnel affecté à votre chantier, vous n'avez pas d'ingénieur, vous n'avez pas d'architecte, vous n'avez pas de technicien supérieur. Aucune de ces 3 personnes-là, sincèrement, moi je ne vous conseille pas en fait. Donc dites à votre entrepreneur de chercher quelqu'un qui mettra sur votre chantier, quelqu'un qui a la maîtrise sincèrement. Il vous faut ces personnes-là. Parce que bon, normalement, elle pourra servir, comme je disais, soit de conducteur des travaux, soit de chef de projet ou encore de référent technique. Donc, toutes les fois qu'il y aura un problème sur le chantier, quand les ouvriers auront du mal à se retrouver, normalement, c'est à lui de leur dire comment faire. Voilà. Donc, c'est lui qui anticipe. Lui, il a les plans, il sait lire les plans, il sait anticiper quelles sont les tâches qui vont venir après et ainsi de suite. Alors que les ouvriers, c'est pas ça. Les ouvriers, c'est comme des joueurs, quoi. Ils sont dans un chantier, tout ça. Ils n'ont pas une très bonne lecture du jeu, en fait. Contrairement à l'entraîneur
qui va être assis voilà, au bord du terrain ou quelqu'un qui va être sur les gradins, ainsi de suite. Donc, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour les coacher. Et donc, la personne, la bonne personne vraiment pour les coacher, c'est soit un ingénieur, un architecte ou un technicien supérieur en architecture ou encore en génie civil. Donc, c'est obligatoire d'avoir vraiment cette personne-là sur votre projet. Donc, ça, ces étapes-là, en fait, c'est des étapes que vous allez faire avant le démarrage de votre projet. Mais aussi, il y a quelque chose en fait que je dois ajouter parce que là maintenant il faut qu'on parle du cash. Normalement, quand vous avez fait tout ça, on vous a présenté la liste en fait des personnes qui seront affectées à votre chantier. Normalement, il faut demander un planning des travaux. Le planning des travaux, c'est un planning en fait qui va vous montrer en fait la durée et surtout l'évolution des travaux en fait, l'avancement des travaux, comment est-ce que les travaux, le cheminement des travaux, comment est-ce que les travaux s'effectuent. Donc dans le planning, normalement si vous avez un chantier, par exemple un bâtiment de type R+4, vous avez la possibilité dans le planning de savoir à quelle date précisément qu'on coulera telle dalle. Donc dans le planning, on peut vous dire que bon, au mois de septembre prochain, on va couler une dalle. La deuxième semaine du mois de septembre, on va démarrer les enduits. Donc ça, c'est dans le planning que vous allez le voir. Donc le planning d'exécution des travaux. Donc il faut exiger ce planning-là. Donc après avoir demandé le planning des travaux, il faut maintenant demander un planning de décaissement. Le planning de décaissement, c'est ce document-là qui va vous permettre en fait de savoir comment est-ce que vous allez payer l'entrepreneur. Comment est-ce que vous allez payer l'entrepreneur? Parce que dans un projet de construction, on ne paie pas au cash en fait. Non, on ne paie pas d'un seul coup. Et on ne paie pas aussi en fonction de vos désirs à vous. Non, 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 non. C'est pas aussi en fonction de vos capacités. Non, on paie en fonction de l'avancement des travaux en fait. Voilà. Donc il faut demander un planning de décaissement. Et donc en fonction du planning de décaissement, l'entrepreneur vous dira moi j'aimerais que vous me payiez peut-être 50% de la fondation. Après, vous complétez les autres 50% de la fondation pour que ça fasse 100%. Le rez-de-chaussée, vous allez me payer 40%. Et après, vous allez compléter 30% et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez faire en sorte que les paiements se suivent, en fait. Mais lors des paiements, il faut vérifier et le planning de décaissement et le devis, en fait. Et le planning aussi. Donc, le planning d'exécution des travaux. Ce sont ces trois documents-là, en fait, qui vont vous permettre d'effectuer vos différents paiements. Donc, quand l'entrepreneur vous demandera de quoi faire les semelles par exemple, vous irez voir dans le devis, normalement il a fini toutes les tâches qui viennent avant les semelles et donc là il arrive au niveau de semelles, il faut le payer les semelles. Après vous partez voir dans le planning, est-ce qu'il est vraiment à ce niveau-là. Donc si dans le planning il est vraiment à ce niveau-là et vous repartez encore dans le planning de décaissement pour voir si vraiment c'est le paiement qui doit être fait. Donc ça aussi c'est quelque chose qui doit être fait, c'est vraiment important. Voilà. Donc après toutes ces étapes-là, ce qui suivra, bon c'est vraiment lors de la réalisation en fait. On va maintenant parler de la provenance en fait des matériaux en fait. Il faut toujours contrôler la provenance des matériaux. Où est-ce qu'ils ont acheté et ça vient d'où surtout en fait. Qui a vendu si possible en fait. Comme ça vous permet dans des projets où l'entrepreneur fait la fourniture et la pose, vous êtes obligé de savoir en fait. Il faudra toujours demander en fait. Chercher à savoir où est-ce que vous avez acheté du ciment et quel type de ciment c'est. Et après, vous avez la possibilité de comparer avec ce qui est mentionné sur les plans béton armé. Est-ce que c'est le bon type de fer? Est-ce que c'est le bon type de ciment? Et ainsi de suite. Pareil aussi pour les agglos. Est-ce que c'est des bons agglos? Est-ce que c'est des agglos tels que je le souhaitais, tels que ce qui a été facturé dans le devis? Dans le devis, on vous avait facturé par exemple des agglos préfabriqués. Est-ce que ces agglos-là sont préfabriqués? Et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il faut toujours vérifier. C'est ce qu'il faut surtout vérifier. Et après ça, il faut exiger les réunions de chantier. Donc les réunions de chantier, normalement, elles doivent se faire soit des réunions mensuelles ou des réunions hebdomadaires. Donc vous aurez des réunions avec l'entrepreneur, normalement toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois et voilà. Donc une fois par mois et voilà. Donc c'est à vous de voir en tout cas. Lors de ces réunions, vous allez discuter à propos de l'avancement des travaux. Il y aura, c'est surtout le planning en fait, le planning d'exécution des travaux, le planning d'avancement des travaux que vous allez voir en fait. Donc lors de ces réunions-là et parler des inconformités, s'il y a des modifications à faire, s'il y a des suggestions à faire, c'est lors de ces réunions-là que vous allez parler de ça. Et après, il y a le cas des travaux supplémentaires. Lorsque vous avez des travaux supplémentaires ou encore vous demandez à faire quelque chose et que l'entrepreneur vous dit que ce n'était pas prévu en fait. Ce qu'il faut faire, c'est vrai qu'il faut payer les travaux supplémentaires, mais avant de payer les travaux supplémentaires, il faut vérifier que
les travaux supplémentaires, en fait, les travaux qui sont censés être supplémentaires ne figurent pas déjà dans le devis en fait de base. Donc il faut veiller à ce que ces travaux-là ne fassent pas partie du devis. Sinon vous allez payer doublement en fait. Voilà, vous allez payer 2 fois pour des travaux qui doivent se réaliser qu'une seule fois en fait. Donc faites attention, contrôlez ça toujours, c'est vraiment important en fait. Donc après, bon, ce qui suivra pour finir, c'est effectuer vraiment le contrôle en fait de votre chantier en fait. Donc c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, en vérifiant la provenance des matériaux, c'est un peu la même chose. Donc là aussi le contrôle, il faut vraiment contrôler le chantier. Dès que vous voyez quelque chose sur le chantier, posez des questions surtout aux ouvriers et puis à l'entrepreneur, au conducteur des travaux, au chef de projet. Donc normalement toutes les questions, ils vont pouvoir répondre à toutes vos questions en fait. Quel est le type de fer que vous avez utilisé? Où est-ce que vous avez acheté le fer? Qu'est-ce qui est écrit sur les plans béton armé? Est-ce que c'est le bon type de fer qu'il faut utiliser? Est-ce que c'est le bon type de ciment qu'il faut utiliser? Donc, vous n'avez, sans être, bon, le mieux, si vous n'êtes pas expert, si vous ne vous connaissez pas trop dans ça, vous pouvez demander vraiment au conducteur des travaux surtout, et puis au chef de projet. C'est des personnes qui sont vraiment compétentes généralement. Donc, elles peuvent vraiment vous apporter toutes les réponses qu'il faut. Ou encore, si vous n'avez pas la capacité ou vous n'avez pas le temps en fait de faire ce contrôle-là, vous pouvez confier ces tâches-là à quelqu'un ou à une entreprise aussi. Donc, vous discutez avec une entreprise pour leur déléguer en fait le contrôle de votre projet. Mais le mieux à faire, c'est de ne pas prendre une entreprise ou une personne qui peut concurrencer en fait l'entreprise en fait. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Généralement, quand c'est quelqu'un qui a aussi la capacité ou encore quelqu'un qui veut aussi réaliser, à tout moment en fait, la personne essaiera de mettre les bâtons dans les roues de l'entrepreneur pour que l'entrepreneur cède, pour que l'entrepreneur lâche le projet et pour que cette personne-là reprenne elle-même le projet en fait. Donc si c'est possible en fait, évitez de prendre des personnes qui peuvent rivaliser ou qui peuvent concurrencer l'entrepreneur. Trouvez des personnes qui peuvent vraiment vous aider techniquement et pas que vous, mais surtout aussi l'équipe qui sera sur le chantier. Donc c'était ça, c'était Sergile Berly de Alpha Construction. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, mettez un pouce bleu, commentez. Peace.